Bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez à cette table ronde sur l'articulation entre transport urbain et vélo. Un thème complètement d'actualité avec le très fort développement de la pratique du vélo ces derniers temps, accéléré bien sûr par la crise sanitaire. Je vous donne un chiffre pour l'illustrer. À Paris, le trafic vélo a bondi de plus de 60% en un an. D'où cette question, comment à la fois promouvoir l'utilisation du vélo et un développement harmonieux et en phase avec les transports publics. Ce sera le grand thème de cette table ronde que nous allons tenir avec trois invités. Pierre Cerne, bonjour Pierre Cerne, vous êtes président du Club des villes et territoires cyclables. Marc Delayé, bonjour à vous également, vous êtes directeur général de transport public du Choletais. Et enfin Stéphane Volant, vous êtes président de Smovengo, l'opérateur de Vélib, le vélo en libre service de la ville de Paris et de l'Île-de-France. Avant de vous donner la parole, je vous rappelle que cette table ronde va durer 3/4 d'heure et que vous avez toujours la possibilité de nous envoyer des questions via le chat ouvert cet après-midi et que vous devez voir sur votre écran. Je vais commencer à adresser ma première question à Pierre Cerne. Pierre Cerne, quel bilan tirez-vous du plan vélo gouvernemental et des coronapistes qui ont été mises en place à la hâte à la sortie du premier confinement? Où en est-on aujourd'hui? Alors, bonjour à toutes et tous. Déjà, juste en petit préambule, le simple fait qu'on ait une table ronde sur le sujet vélo et transport en commun dans le cadre de ce salon à distance me paraît extrêmement fort symboliquement et extrêmement encourageant pour le vélo, puisque ça montre bien que le vélo est complètement inséré désormais dans la palette globale des mobilités et n'est pas à part. Effectivement, on a eu une année 2020, on en faisait le bilan ce matin encore avec un certain nombre d'acteurs du monde du vélo, qui a été une année évidemment terrible pour tout le monde à bien des égards, mais qui a été en même temps une année pratiquement, on peut dire, d'explosion pour la pratique du vélo. C'est un essor du vélo qui avait commencé en réalité avant. Tout n'est pas lié évidemment à la crise Covid. Effectivement, le plan national pour le vélo qui avait été adopté fin 2018 avait déjà marqué les prémices de choses qu'on voyait se faire. Euh, à ce stade, 2020, c'est 10% de pratique du vélo en plus par rapport à 2019, alors qu'on le sait, il y a eu beaucoup moins de déplacements en fait pendant l'année, mais le vélo a encore progressé de 10%, alors que 2019 était déjà une année record en termes de pratique du vélo. C'est à la fois lié à une tendance longue, c'est aussi clairement lié aux aménagements cyclables de transition qui ont été faits, comme vous le rappeliez, euh, très vite au départ et qui continuent d'ailleurs à se développer. On avait recensé à peu près 1000 kilomètres d'aménagement temporaire annoncés. Les 2 tiers aujourd'hui sont réalisés, enfin on a documenté la réalisation d'à peu près 2 tiers de ces 1000 kilomètres et ça continue semaine après semaine pour montrer quand même l'évolution très rapide en fait de la pratique du vélo liée à ça. Post-confinement, si on prend que la période après le déconfinement au mois de mai, on est sur une augmentation qui n'est plus de 10% en 2020, mais de 27%. Donc on voit là qu'on est vraiment sur une tendance extrêmement forte qui pose toute une série d'ailleurs de sujets. Il y a des endroits où comme vous le disiez, Paris, c'est 60%. On a des endroits où c'est des augmentations de 100, 200% de la fréquentation cycliste. Et évidemment, ça n'occupe pas tout à fait la même place en termes de partage de voirie et ça impose beaucoup de choses autour, notamment en termes de stationnement, d'intermodalité. Et je pense qu'on va y venir ensuite. Mais ça devient encore plus crucial que ça pouvait l'être jusqu'à présent. Et enfin, dans le cadre des plans, et notamment du plan national vélo, mais aussi de la loi d'orientation des mobilités, il y a toute une série d'outils
et d'outils financiers, y compris pour accompagner les collectivités dans en fait, pour conclure, dans ce qu'on pourrait appeler un cercle vertueux, c'est-à-dire plus il y a de pratiques, plus les collectivités font des aménagements, plus elles font d'aménagements et plus la pratique continue à augmenter. Donc ce cercle vertueux, on est enfin là-dedans en France, dans beaucoup de territoires, y compris maintenant, pas seulement dans les centres urbains denses des métropoles. On voit aussi ça dans le périurbain et dans le rural, ce qui est très nouveau. Merci pour cette première intervention. Vous avez été un des initiateurs des coronapistes. Je crois que vous n'aimez pas beaucoup ce mot, mais elles disent bien ce qu'elles veulent dire. L'heure aujourd'hui, c'est à la pérennisation, j'imagine. Quels sont les conseils que vous pourriez donner? Est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas commettre? Alors, vraiment dans la droite ligne de ce que je disais, on a une obligation vraiment de faire ça très bien. Même quand c'est de l'aménagement léger, comme peut l'être une coronapiste ou un aménagement cyclable de transition, parce que on a beaucoup de cyclistes, donc il faut que les choses soient faites en sécurité, et on a beaucoup de nouveaux cyclistes. C'est-à-dire on a des cyclistes là qui utilisent ces aménagements, qui sont souvent des personnes qui se sont mis au vélo du quotidien à l'occasion en fait du déconfinement, dans un contexte où le vélo s'est retrouvé complémentaire des transports en commun, mais un peu en mode dépannage par rapport à des transports en commun qui soit avaient un trafic réduit, soit pour lequel la distanciation physique était pas simple à réaliser, ou en tout cas, et aussi avec de l'appréhension d'un certain nombre d'usagers. Et donc, comme c'est des nouveaux cyclistes, ça nécessite presque plus encore de mise en sécurité que d'habitude. Et donc, le gros conseil quand même aux collectivités, c'est de vraiment penser parcours sécurisé, parcours continu et sécurisé. Donc, bien penser à la traversée des carrefours, au feu et à des choses comme ça. Bien penser aussi au fait que les cyclistes, ils doivent avoir des parkings. Et donc, on a aidé aussi à mettre en place des parkings temporaires le long des aménagements cyclables temporaires. Et évidemment, on est maintenant dans la phase où pas mal de collectivités veulent transformer ces aménagements en aménagements pérennes, ce qui nécessite du coup des budgets parfois forcément plus conséquents que pour des aménagements temporaires, et puis parfois aussi qui nécessite un recalage en termes administratifs et juridiques, parce que ce qui était possible pour des aménagements temporaires ne l'est pas forcément exactement de la même manière pour un aménagement pérenne, et toutes les facilités qu'on avait arrachées, on va dire, obtenues assez facilement de la part du gouvernement. Évidemment, on ne peut pas exiger la même chose pour des aménagements pérennes, et donc tout ce qu'on a évité du genre architecte des bâtiments de France, autorisation préfectorale et autres joyeusetés administratives, voilà, là, il va forcément y avoir un basculement dans quelque chose de plus classique. Cela dit, on a vu qu'on pouvait faire des pistes cyclables, des centaines de kilomètres de pistes cyclables en quelques semaines, y compris avec une administration qui a été plutôt aidante. Et donc, c'est plutôt bon signe et plutôt encourageant, nous semble-t-il. Voilà, maintenant les budgets, il va falloir être sûr que, mais on a quand même identifié et réussi à obtenir entre la DSIL, le plan, enfin les fonds nationaux pour le vélo, les crédits européens et le plan de relance. Tout ça fait quand même plusieurs centaines de millions d'euros à la disposition des collectivités pour faire des aménagements cyclables. Et on sait qu'un aménagement cyclable, c'est quand même, en termes d'infrastructure pour la mobilité, parmi ce qui se fait de moins cher. C'est nettement moins cher, évidemment, qu'un transport plus lourd. Et à l'euro investi, c'est évidemment il y a un effet de levier qui est très fort et très bon en termes d'externalités positives, et puis pour les usagers. Donc, on a été très vite, alors qu'habituellement, on met 1-2 ans pour créer une piste cyclable. Là, on les a créées en quelques semaines. L'heure est à la pérennisation. Quelques jours, parfois. Ouais. Quelques jours. Donc, comment maintenant pérenniser certaines pistes? Comment prendre en compte cet engouement pour le vélo? Marc Delayet, comment en fait mieux partager la voirie entre les différents usages, et en particulier entre le vélo et le transport urbain?
Alors, bonjour à tous d'abord, et merci pour ce sujet. Euh, bon, on le porte, c'est un sujet qui est en ce moment porté à la fois par les autorités organisatrices ou par les opérateurs. Alors, je représente Agir qui est à la fois, qui travaille à la fois avec les AO et les opérateurs, donc c'est un sujet bien central. Et au sein de l'UTP, on a récemment mis en place une position sur l'articulation entre vélo et, euh, et transport public. Euh, pour, pour pérenniser, en tout cas pour aller dans ce sens de partage, il faut surtout que ce soit une stratégie globale. Je crois vraiment là-dessus. Il faut surtout pas opposer les deux. Je pense il y a des complémentarités évidentes. Le transport public a plusieurs axes de travail, avec un objectif qui est commun, c'est celui de diminuer la part modale de l'automobile et de l'autosolisme. Donc ça, je pense qu'on est tous dans cette direction-là. Et donc, sur un tel axe, eh bien, il faut arriver à articuler les choses entre elles, rendre le vélo complètement un élément de la politique de transport public, au même titre que le transport collectif par bus, ou même parfois du transport à la demande, parfois du transport par covoiturage. Enfin, selon les zones dans lesquelles on agit, il faut avoir ces choses-là. Et donc, il faut une bonne articulation entre chacun des modes ou chacun des axes de travail, à travers à la fois une complémentarité, comment on travaille sur que l'un devienne complément de l'autre. La distance peut être une façon de fonctionner, un besoin peut être également un besoin selon les horaires est également un fonctionnement différent, selon les jours dans l'année, enfin, etc., etc. Et avec donc cette notion d'intermodalité. Donc ça passe, c'est vraiment de constituer une politique de mobilité durable qui soit complète et dans lequel on renverse un petit peu les choses, où aujourd'hui 50 à 60% de l'espace public est dédié à l'automobile, y compris pour le stationnement. Et donc, il faut arriver à ce que l'articulation se définisse au sein d'une stratégie globale. Ce partage de l'espace public, on va avoir des situations différentes. On peut avoir l'objectif ultime, si on est sur une zone très dense de trafic, avec un fort trafic vélo, un axe lourd qui soit au niveau des bus, avec un tronc commun, plusieurs lignes, des fréquences importantes, c'est pas la peine d'essayer de faire cohabiter ces deux modes sur le même endroit. Par contre, ce qui est important, c'est de pouvoir lâcher et favoriser la présence des deux modes. Et il faut aller gagner où? Il y a deux axes où on peut gagner, c'est le stationnement ou c'est la circulation automobile. Et là, on est vraiment sur le cœur du sujet, qui n'est pas le plus simple, parce que c'est pas le plus simple de porter ce type de discours, mais n'empêche qu'il n'y a pas 36 solutions. En revanche, si vous êtes dans une petite collectivité, dans lequel, ou dans une zone plus périurbaine, dans laquelle il y a une fréquence très faible du bus, autant profiter du même espace et de le partager. Il n'y a pas besoin. On reviendra peut-être tout à l'heure sur les mesures que chacun doit prendre pour respecter l'autre, pour fonctionner ensemble, mais il y a aucune opposition à ce que ce même vélo puisse circuler sur une voie bus qui va être fréquentée toutes les 15 minutes. Ça, c'est pas un souci. Ou s'il y a moins d'un certain nombre de vélos et autres. Ce que l'on sait, par contre, le Citral a fait une étude il n'y a pas très longtemps sur Lyon, c'est montrant que avec 100 vélos par heure, hein, c'est à peu près c'est le volume, on baisse d'1 km/h la vitesse commerciale. Donc, qui montre bien, si vous vous attaquez sur ce cercle qui n'est plus vertueux, comme disait Pierre tout à l'heure à propos des choses, mais qui est au contraire un cercle qui va devenir un fonctionnement plus problématique, c'est que l'attractivité des uns et des autres va devenir plus compliquée. Parce qu'en plus, le vélo ne va pas être en sécurité. Enfin, on est sur toutes ces choses-là qu'il faut régler. Et c'est au cœur des échanges entre les AO, les opérateurs et le fonctionnement et les associations différentes d'usagers. Donc, c'est vraiment sur ces leviers systémiques, oui, parce que c'est un élément qui est important.
Et je rajouterais, excusez-moi, un dernier point aussi, c'est sur la structuration. Alors évidemment, l'urbanisme, au sens d'une agglomération, on fait des grands espaces, mais ça va aussi sur la capacité que l'on a de faire des articulations dans les zones les moins denses et plus loin dans une agglomération, sur de l'urbanisme opérationnel au sein d'un lotissement. Quand on construit un lotissement, et j'associerais, on parle du vélo, mais c'est aussi vrai pour les modes actifs, et la marche à pied en fait partie, qu'on doit pouvoir accéder très facilement du point d'arrêt, enfin du lotissement, on va partir jusqu'au premier point d'arrêt ou au centre du village, si on est vraiment dans une zone rurale, pour pouvoir ensuite prendre l'autocar, avoir un stationnement sécurisé quand on est à vélo, c'est-à-dire un abri sécurisé. C'est ce qu'on, nous on a développé ça à Cholet, progressivement on développe ça, une petite ville pour lequel le vélo n'était pas forcément un axe fort, mais l'agglomération du Choletais s'est emparée du sujet et donc là-dessus on fait des choses. Et on le voit dans beaucoup d'agglomérations qui jusqu'à présent n'étaient pas forcément concernées. Et cette articulation, ça part de l'urbanisme. Là, les opérateurs de transport ou les autorités organisatrices dans la partie mobilité, c'est compliqué parfois de venir travailler sur ce côté-là. Et notamment quand les communes, quand il n'y a pas de... C'est pour ça que les PLUI sont importants aussi au niveau intercommunal. Quand les autorités ne maîtrisent pas toute la stratégie, notamment confient à des opérateurs privés, ce qui est aussi un sujet, parce que l'espace public doit être rentabilisé et au maximum, minimisé pour rentabiliser l'opération au maximum. Et donc là-dessus, il y a une nécessité aussi de concevoir, de vraiment voir tout ça de bout à bout pour pouvoir éviter que 300 mètres à vol d'oiseau se transforment en 800 ou 1 kilomètre à pied ou 2 kilomètres à vélo, comme on voit parfois sur des organisations spatiales un peu compliquées. Vous avez abordé de nombreux points de réflexion pour mieux articuler vélo et transport urbain. Peut-être pour revenir sur deux points, mais puis d'autres points seront abordés au fur et à mesure de cette table ronde. Donc, si on a bien compris, il faut vraiment agir au cas par cas, en fonction de la taille de la ville, de l'agglomération. Dans certains cas, dédier des pistes pour vélo. Dans d'autres, quand on n'a pas le choix, faire un partage entre transport urbain et vélo. Donc, il y a un engouement du vélo très fort. Il y a aussi une explosion, peut-être c'est un peu excessif, mais en tout cas une très forte hausse de l'accidentologie. Comment sécuriser tous les cheminements des vélos, parce que c'est une des conditions pour favoriser le développement de cette pratique. Est-ce qu'il y a voilà, qu'est-ce qu'on peut préconiser pour sécuriser les cheminements, qu'ils soient dans des espaces dédiés ou dans des espaces partagés? Et là, je pose la question à Pierre Stern et à Marc Delegué. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas sûre que. Alors, je crois que c'est Pierre Stern qui me disait que la baisse de la vitesse commerciale des bus n'était pas forcément liée au vélo, du moins à Paris. Voilà, est-ce qu'on peut revenir rapidement sur ces deux points-là? D'abord sur la sécurisation des cheminements vélo. Ouais, mais c'est un peu lié parce que il y a aussi un sentiment d'insécurité ou de sécurité ou de fausse sécurité de la part d'un certain nombre de cyclistes et sur lequel il faut absolument qu'on soit bon. On a eu des très mauvais chiffres effectivement en septembre, bien meilleurs en octobre pour l'accidentologie, mais c'est vrai que moi, nous, ça nous inquiète beaucoup et dès qu'on a lancé cette idée d'aménagement cyclable temporaire, on s'est posé la question de quelles conséquences ça pouvait avoir en termes d'impact sur l'accidentologie. En fait, ce qui est intéressant, c'est que il faut qu'on soit systématiquement dans cette idée d'un cercle vertueux, c'est-à-dire que tout ce qui améliore pour les uns améliore aussi pour les autres. Alors c'est marrant parce que le Citral, justement, à Lyon, il y a eu 42 km d'aménagement cyclable temporaire sur 51 axes. Et ben sur ces axes-là, en fait, dont une partie ont été en fait des nouveaux couloirs de bus, mais qui étaient des couloirs de bus partagés avec des cyclistes. Là, il y a une amélioration de la vitesse commerciale entre 15 et 30%, qui a été repérée sur les lignes de bus du Citral. Donc, ça veut dire qu'il y a des endroits et des façons de faire qui permettent en fait d'améliorer à la fois pour les cyclistes et pour les bus. Mais cette idée de la séparation des flux, malgré tout, hein, elle est très importante. Alors évidemment, on peut pas faire la rue de Rivoli partout dans toute la France, mais c'est vrai que cette piste cyclable bidirectionnelle, bien séparée du flux des bus et des taxis,
c'est quand même assez impressionnant. C'est devenu, je crois, le 4e axe le cyclable d'Europe, la rue de Rivoli, hein, avec 3 villes allemandes devant, et la rue de Rivoli comme 4e axe le plus fréquenté par les cyclistes en Europe. Donc c'est pas rien. Et je pense que à partir du moment où un cycliste se sent en sécurité, il va avoir tendance à prendre cet itinéraire-là, et donc à pas éventuellement enquiquiner d'autres flux ailleurs. Et par ailleurs, il va être conquis pour le mode. Et c'est ce qui a été très impressionnant, c'est qu'on a vu qu'il y avait eu des cyclistes d'occasion, c'est-à-dire qui ont fait du vélo parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, soit pendant les grèves il y a un an d'ailleurs, puisque ça avait déjà été le cas, cette explosion de la pratique du vélo, soit au déconfinement parce que peur de descendre dans le métro ou parce que pas possible de descendre dans le métro. Certains sont revenus au transport en commun, d'autres sont restés au vélo, c'est-à-dire que l'augmentation post déconfinement, elle n'est pas redescendue à son niveau antérieur. Et c'est ça qui est intéressant, mais ça nous oblige, en fait, ça nous donne des responsabilités énormes en termes d'aménagement. Et c'est vrai que c'est pas forcément les autorités organisatrices parfois qui font qui sont les gestionnaires de voirie. Alors, il y a des endroits où c'est le cas et c'est très pratique. Il y a des endroits où c'est pas le cas et c'est beaucoup moins pratique. Et en Ile-de-France, par exemple, c'est compliqué. En Ile-de-France, justement, Stéphane Voland, Vélib, enregistre aussi une très forte croissance de son utilisation. Comment un opérateur comme Sumovengo peut répondre aux demandes des autorités organisatrices des mobilités? Alors ça, c'est la bonne question. Dans cet océan d'empoisonnement, de mauvaises nouvelles quotidiennes, d'inquiétudes pas possibles, moi, je voudrais, avec mes deux collègues, me réjouir de l'émergence des transports doux. C'est absolument formidable. C'est l'une des meilleures nouvelles qui soit arrivée depuis cette année absolument calamiteuse de 2020. Et ça, c'est vraiment bien. Ils apparaissent aujourd'hui, ces transports doux se multiplient, sont plus nombreux, je vais y revenir, ils se démocratisent et ils apparaissent vraiment comme vitaux et un certain nombre de territoires et d'élus se sont emparés de ce besoin-là pour y répondre et non pas simplement l'accompagner, mais parfois même l'anticiper. C'est un peu ce qui se passe sur le territoire de l'Île-de-France et ce qui se passe ailleurs en France aussi, hein. Mais c'est vrai que Smovengo, l'opérateur de Vélib, est de ce point de vue-là un peu symbolique, puisque au-delà du fait que c'est la première vitrine dans le monde de transport partagé en station, si elle existait, on battrait Shanghai, mais en tout cas, on bat toutes les villes qui ont des transports en station dans le monde et on compte bien rester sur ce podium. Smovengo et Vélib, ce sont plus de 50% des usages de vélo dans toute la France. Donc effectivement, ce qui se passe autour de Vélib et par Smovengo, ce qu'on accompagne et qu'on essaie d'anticiper est probablement révélateur de ce qui se passe ailleurs et de ce qui se passera demain. On parle d'explosion des usages, c'est pas rien. 400 000 abonnés aujourd'hui, 40 millions de courses cette année et probablement 120 millions de kilomètres parcourus sur la métropole en Île-de-France en 2020. Je n'ai pas encore arrêté les compteurs, mais je les ai regardés ce matin et il nous reste encore un chouïa et donc c'est à peu près ça. 400 000, 40 millions et 120 millions de kilomètres parcourus. Ça, c'est pour l'explosion des usages. Plus de vélos. On nous demande plus de vélos, mais on nous demande aussi plus de vélos électriques. Plus de vélos électriques parce que, grosso modo, on va tendre, c'est ce que nous demande aujourd'hui le syndicat Autolib Vélib Métropole, le SAVM, vers 40% de vélos électriques en Île-de-France. Et le cumul des deux, cette explosion des usages et cette révolution des usages, pourrait conduire à une espèce de saturation et de surchauffe. Saturation, mes deux collègues viennent d'en parler, dans les villes, comment gérer ces flux en toute sécurité. Je rappelle quand même qu'avant d'imaginer des aménagements, respecter le code de la route, c'est plutôt pas mal, même si quand on est sur un vélo, on a l'impression, ce n'est pas une impression, c'est une réalité, d'être absolument libre
Et s'il y a libre dans Vélib, c'est bien qu'il y a ce sentiment de liberté. Ce sentiment de liberté, il doit s'accompagner des respects stricts d'un certain nombre de règles. Ça vaut naturellement pour les automobilistes qui font n'importe quoi. Ça vaut aussi pour l'arrogance d'un certain nombre d'utilisateurs de services publics à 4 roues. Mais ça vaut aussi pour un certain nombre de mes utilisateurs de vélos qui ne se comportent pas bien parce qu'ils sont un peu libres. Bon. Mais après, il faut adresser effectivement, comme l'a dit Marc Delayer, l'aménagement urbain. Et comme l'a repris Pierre Cerne, il faut évidemment accompagner ça. Et puis nous, les opérateurs, il faut qu'on adresse cette surchauffe parce que c'est une prouesse logistique à Cholet comme à Paris de mettre un paquet de vélos chaque jour à la bonne heure, au bon endroit et en bon état. Nous le faisons avec 40 000 vélos chaque jour, 20 000 vélos par jour, c'est colossal. Mais malgré tout, plus il y a d'utilisateurs, plus le système est en surchauffe, et ce n'est pas pour rien. Mais on s'en réjouit. Moi, j'ai le sourire depuis quelques heures. La ville de Paris, mais aussi les 57 villes de la métropole. Elles sont de plus en plus nombreuses. Hein. J'annonce que Saint-Ouen et Châtillon viennent de vouloir se doter du système Vélib. Ont décidé d'augmenter l'année prochaine le nombre de stations, le nombre de vélos, et donc aussi la part du vélo électrique, de telle sorte qu'effectivement, on abaisse un peu ce niveau de surchauffe, qu'on continue d'avoir toujours la même ambition, c'est-à-dire le bon vélo à la bonne heure, à la bonne place, mais que parce qu'il y aura plus de vélos, notamment, nous aurons abaissé le niveau de dégradation qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de standard, contrairement à l'aérien, à l'automobile ou à la voiture, d'utilisation moyenne d'un vélo. Mais un vélo, c'est vendu par le constructeur comme devant être utilisé entre 5 et 7 fois par jour, grosso modo. On est arrivé dans le creux de l'été à 15 fois par jour sur Vélib. Ce qui fait qu'effectivement, c'est quoi les conséquences sur l'état des vélos? Les conséquences, c'est tout simplement des freins qui lâchent, des pneus qui s'usent, des selles qui tournent. Bon, et un mécontentement de l'utilisateur. Je ne veux plus parler d'usager parce que pour moi, le client est un usager qui a le choix. Et quand on voit la palette de modes de transport doux qu'il y a, on a plutôt des clients que des usagers. Mais peu importe. En tout cas, le client, l'utilisateur de vélo fait la gueule parce que lui, il s'en fiche que parce qu'il y a eu 14 personnes avant lui, le frein lâche à la 15e. C'est notre responsabilité de transporteur, d'opérateur que d'adresser ça. Mais avec une flotte contrainte, on avait un peu de mal. Alors là, on va commander des vélos. C'est la bonne nouvelle. Quand je suis sur le fait, pardon Marie-Hélène, il faut combien de vélos pour justement faire face à la demande et combien de places de stationnement, puisque qui dit plus de vélos dit plus de places de stationnement? Moi, je peux vous abreuver de chiffres. On a 1400 stations. Il faudra probablement en avoir davantage. Le SAVM nous en promet 100 de plus assez rapidement. Il faut accompagner ça avec le nombre de vélos suffisant. Il faut vraiment qu'on anticipe ça. Mais on a un petit sujet, et on n'en parle jamais. C'est le sujet du transporteur que je suis, mais c'est aussi le sujet du coût de l'utilisateur. C'est que nous n'avons pas de filière industrielle du vélo en France. C'est un scandale. Nous sommes dépendants de qui? De la Chine. Et donc, quand aujourd'hui, la métropole de Paris me commande des vélos, je dois leur dire « pousse ». On va attendre 6 à 8 mois que les Chinois veuillent bien nous en envoyer. Je pense que là, Pierre et Marc et tous les gens qui sont connectés, il faut qu'on se mobilise pour que, effectivement, puisqu'on est les meilleurs, et peut-être même les meilleurs du monde, il faut qu'on s'adresse, qu'on ait une filière industrielle capable en France. Je ne peux pas parler de souveraineté, ça n'a pas beaucoup de sens pour le vélo, mais qu'on soit autonome et qu'on puisse produire en France les vélos dont les Français ont besoin. Merci, le message est lancé, on verra s'il est entendu. On a parlé donc de plus de vélos, comme je le disais, c'est plus de stationnement. Pour développer l'usage du vélo, il faut sécuriser les stationnements. Qu'est-ce qu'on peut faire, Marc Delayer, pour aller davantage dans cette direction et donc favoriser cet usage du vélo? Alors, il y a je ne reviendrai pas sur ce que vient d'être dit sur la filière industrielle. On a quand même quelques producteurs. C'est vrai que les vélos produits en France existent, mais pas sur le mode vélo libre-service et plus difficilement
au niveau des batteries pour les véhicules électriques, puisque la filière batterie, mais il y a d'autres sujets dans lesquels la filière batterie est un petit peu moins forte actuellement. On assemble, mais on a un peu plus de mal à produire. En revanche, sur le stationnement, il y a des produits, il y a des industriels français, des petites entreprises. Hein. Nous, au sein de la CATP, la centrale d'achat du transport public, on en a référencé. On a des gens comme Altinova qui produisent du stationnement de façon tout à fait pertinente. Et notamment pourquoi? Parce que le stationnement, c'est pas une forme de stationnement, mais ça va de l'arceau de base qui permet de s'arrêter devant une boulangerie jusqu'à l'abri massif sécurisé qui permet d'utiliser un mode lourd derrière comme un TER ou la situation intermédiaire. En fait, il faut s'adapter aux usages. Et ça permet justement de revenir sur ce que j'ai dit initialement, c'est cette stratégie globale. Il faut vraiment qu'on positionne, et le stationnement en fait partie complètement. C'est une stratégie globale dans laquelle on va positionner, articuler les modes entre eux, avoir une stratégie de transport public. Parce que ce qui serait, dans ce qui a été dit sur l'évolution du nombre d'usages en vélo, ce qui serait catastrophique, c'est que ça vienne prendre sur les usagers du bus ou les usagers du transport public en général. Et alors, qu'il y en ait une partie, que ça fasse des allers-retours, que ce soit à un moment donné, j'utilise le vélo, très bien, c'est une stratégie de mobilité durable. En revanche, qu'on aille sur quelque chose qui laisse le même niveau de demande d'autosolisme et de voitures particulières utilisées de façon de consommation d'espace, de façon complètement contraire aux enjeux écologiques et énergétiques, là, on serait à côté de la plaque. Et c'est pas parce qu'on pousse un mode, faut pas que ce soit de la mode. Pardon, excusez-moi, est-ce que ce n'est pas ce que montrent les études, justement, que les usagers du vélo viennent surtout justement des transports publics ou des marcheurs? Est-ce que c'est pas ce qu'on voit justement? C'est vrai sur certains points, ça a été montré à Paris sur les moments, mais je crois qu'il faut voir, enfin, on est dans une situation quand même assez particulière. Donc, ne tirons pas trop de conclusions sur un moment. Bon, le bus a été stigmatisé à un moment donné en disant bah c'est de concentration. On voit bien qu'on fait une référence quand chacun se bat pour défendre son secteur d'activité et dire ah bah on autorise dans les bus à voyager en bus comme si c'était une catastrophe. Non, plein d'études qui ont montré que c'était pas le cas et que bon voilà, après on peut discuter des études, on peut tout remettre en cause, mais en tout cas il y a une réalité. Et aujourd'hui, alors certes, il semble que le maximum d'usage de roues soit venu de la marche à pied et du vélo, mais allons voir à long terme. Et je pense que là, et parce que c'est une stratégie globale aussi, c'est-à-dire que il faut agir sur le levier demande voiture particulière pour que l'offre TC transport public, l'offre transport public, dont le vélo fait partie, puisse être mis en avant. Donc, regardons les choses, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il semble que ça vienne comme ça. Bah, si on a une stratégie globale, ça ne sera pas au final la seule façon de fonctionner. On voit aussi que la distance moyenne parcourue par de nombreux trajets effectués en voiture se font sur des distances de moins de 5 km, notamment en Île-de-France. Donc, c'est tout à fait la distance de pertinence du vélo. Comment faire en sorte, comment convaincre les automobilistes de laisser leur voiture au garage et de se mettre à pédaler? Qui veut répondre à cette question? Pierre Cerne, peut-être? Ton micro, Pierre. Merci. Ouais. En fait, moi, je pense que tout ça est effectivement un vrai ensemble et que ce serait dommage et de toute façon pas bon pour la planète et puis pour le fonctionnement de nos villes que le vélo prenne prioritairement effectivement au transport en commun. Bon, il y a certaines lignes très saturées où un peu de désaturation ne ferait pas de mal, mais ouais, globalement c'est pas ça l'enjeu et de fait si tout ça est bien construit, s'il y a une bonne intermodalité, parce qu'on a dit effectivement beaucoup de trajets en voiture qui font moins de 5 km. Ce qui est intéressant aussi, c'est que à peu près 80% des usagers, des clients des transports en commun sont en rabattement vers une station ou une gare sur une distance de moins de 3 km. Et donc, ce rabattement, il peut tout à fait être fait à pied, en vélo, s'il y a des parkings, et des parkings en nombre, et des parkings sécurisés. L'ADEME a montré que pour 8 consignes vélo sécurisées,
on crée un nouvel utilisateur de transport en commun. Donc, c'est quand même juste énorme. Et là, le cercle vertueux, il est assez phénoménal. Et donc, clairement, on a intérêt à fonctionner ensemble. Enfin, on doit pas être vélo et transport en commun ne doivent pas être en concurrence. Ça travaille, comme l'a dit Marc, je crois, ça travaille en fait ensemble pour une société plus décarbonée. Donc forcément, c'est positif. Et ces externalités positives, à la fois pour les transports en commun, mais du coup, pour chaque consigne sécurisée, en fait, ça fait à peu près 550 kilos de CO2 en moins par an. Parce que c'est quelqu'un qui utilise son vélo, qui le fait en intermodalité avec les transports en commun et qui n'utilise plus sa voiture. Et là, pour le coup, le report modal, quand il y a vraiment un trajet en intermodalité avec une consigne sécurisée en gare, là, on est quasi certain qu'on l'a pris sur de la voiture, ce trajet-là. Et voilà, après, je n'ose parler de la SNCF devant Stéphane qui en fut, mais on a, enfin, sur l'intermodalité et sur les parkings vélos, malgré les décrets qui sortent d'application de la LOM, on n'est pas au bout, hein, parce que là, quand on voit qu'à Utrecht, aux Pays-Bas, cette année, ils ont ouvert le plus grand parking vélo du monde, 12 500 places, bon, à la gare centrale d'Utrecht, et que on n'arrive pas à obtenir plus de 50 places vélo dans la nouvelle gare d'Austerlitz. Voilà, je pense qu'on se rend compte de la marge de progression qu'on a et du besoin vraiment de faire une révolution culturelle chez certains. Voilà. Alors c'est vrai, hein, un parking vélo, c'est du foncier, c'est de la place qu'on prend, qui ne sera pas forcément une boutique qui rapporte de l'argent, mais on n'a pas le choix. Et si on veut vraiment que par l'intermodalité, en fait, il y ait progrès des transports en commun et des vélos, eh ben, il faut en passer par là et il faut que on fasse ce qu'on a dit, c'est-à-dire en Ile-de-France, c'est 110 000 places de parking vélo qu'il faudrait sur les stations et les gares. Ça a été évalué comme ça et voilà, et on n'y est pas. Et sur toute la France, il y a quand même des prévisions de création de plusieurs dizaines de milliers de places de parking vélo dans les gares. Il va falloir qu'un des acteurs majeurs de cette histoire accepte qu'on a changé de monde, quoi. Voilà. Est-ce que vous voulez réagir, Stéphane Voland, même si vous ne faites plus partie de la SNCF? Est-ce que vous avez envie de dire un mot Antoine Choquet, la SNCF a été à la pointe de la mobilité, des mobilités douces et du transport collectif. On peut quand même pas reprocher à la SNCF depuis maintenant 80 ans d'être à la pointe de ces combats-là. C'est vrai qu'elle n'a pas su embrayer aussi vite que ses clients sur l'utilisation du vélo. Je gage qu'elle sera capable d'aller beaucoup plus vite et de rattraper son retard. C'est tout ce que je lui souhaite. Vous savez, la SNCF, ça appartient à tous les Français. Donc, et Pierre le sait, il la défend et il la châtie aussi bien quand elle ne fait pas ce qu'il faut. Elle fait beaucoup, elle a fait beaucoup et elle continuera de faire. Mais moi, je rêve pour Vélib aussi qu'il y ait davantage de proximité, mais avec la RATP également. Pour le premier, pour le dernier kilomètre, le vélo est un truc formidable. Mais au-delà du premier et du dernier kilomètre, moi, ce que je note dans l'Île-de-France, dans la métropole, c'est qu'il y avait une espèce de barrière infranchissable qu'on appelait le périphérique. Aujourd'hui, et c'est tout à fait intéressant, cette barrière-là n'apparaît plus comme infranchissable, car on ne fait plus du ville à ville dans les villes de la métropole en Vélib ou de l'arrondissement à arrondissement à l'intérieur de Paris, mais au contraire, on fait de l'arrondissement à ville et on franchit maintenant allègrement le périphérique, ce qui prouve que, y compris ces barrières naturelles-là, n'en sont plus et qu'on va beaucoup plus vite et bien au-delà dans les usages qui se révolutionnent chaque jour. Et puis, petit bémol, j'attendais parce qu'il y avait une surchauffe du système, je vous l'ai décrit tout à l'heure, je me disais, mais dès qu'il va faire froid et dès qu'il va pleuvoir, les usages vont baisser. Et ben, ils ont cette année beaucoup moins baissé que d'habitude.
On a une petite baisse liée aux grèves l'année dernière parce qu'un certain nombre de gens ont été forcés de prendre un abonnement et le vélo, et donc là, les abonnements arrivent à échéance et ils ne sont pas reconduits, malheureusement, mais pas en totalité, Dieu merci. On en a converti au vélo grâce à la mobilisation de l'année dernière. Mais au-delà de ça, les usages qui traditionnellement baissaient avec la mauvaise période d'hiver, période d'automne, sont en train de se tasser et c'est vachement bien. C'est vachement bien. Du coup, ça adresse aussi, je ne sais pas si vous nous poserez la question, mais comment sera le vélo de demain? Parce que le vélo de demain, il est assez fluide aujourd'hui. Quand il pleut et quand il neige, c'est pas terrible. Voilà. Si vous voulez bien, en fait, il y a plusieurs questions qui apparaissent là sur le chat qui sont très intéressantes et que je souhaiterais vous poser. Et comme le temps file, je vous propose d'y répondre assez rapidement, chacun à votre tour. Donc, c'est sur l'intermodalité. Alors, je commence plus précisément. Concernant l'intermodalité entre vélo et transport en commun, vaut-il mieux privilégier le stationnement des vélos en gare ou leur embarquement à bord des trains, bus, cars? Et dans la lignée de cette question, est-il prévu une évolution de la législation pour permettre de voyager dans les bus avec un vélo personnel? Marc Delégué, par exemple, vous pouvez répondre à ces questions? Alors, c'est une question qui est assez compliquée parce que dans l'absolu, on peut dire bah ouais, il y a qu'à monter le vélo dans le bus, mais si 3 vélos prennent de la place, posent le souci ensuite d'une fluidité, peuvent venir être comment dire en conflit avec un fauteuil roulant. Des choses, ça devient très compliqué. Donc, il faut trouver les moyens, quand c'est possible, de peut-être un jour y arriver. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Les Québécois, ils mettent le vélo devant. Vous avez donc c'est une façon. Je ne suis pas sûr qu'on soit en capacité, alors il y a des soucis réglementaires, mais qu'on soit en capacité même sociale de fonctionner comme ça. Donc ça, c'est un autre problème, qui est le problème en général de cohabitation. En revanche, les abris, il faut les développer le maximum dans la partie pour jouer les choses. Quand on est dans des distances courtes, il n'y a pas de souci, le bus et le vélo peuvent remplir cette mission sans problème. Sur une longue distance, ça devient plus compliqué de le faire à vélo, donc il faut pouvoir stationner son vélo, le retrouver le soir à la fois sécurisé, qu'il n'y ait pas de souci de dégradation, mais abrité, parce que si vous retrouvez votre vélo mouillé le soir, c'est complètement contre-productif, et etc. Voilà. En une phrase, le matériel roulant, pardon Marie-Hélène, en une phrase, le matériel roulant ferroviaire aujourd'hui n'existe pas et ne permet pas aux heures de pointe de faire monter les vélos à bord. Mais il faut qu'on raisonne heure de pointe, heure creuse. En heure creuse, c'est parfaitement possible. Et vous avez des régions, une autorité organisatrice de TER qui accepte effectivement cette possibilité-là en heure creuse. Mais matériel roulant, c'est 30 ou 40 ans, donc il va falloir qu'on ait du matériel roulant qui accepte les vélos à terme, évidemment. Très bien. Une autre question qui s'adresse à vous, justement, Stéphane Voland. Rapidement, la location de vélo est-elle la solution vraiment pour une utilisation de masse du vélo? Écoutez, moi, je n'oppose pas les utilisateurs, les usagers, les clients entre eux. Chacun fait exactement ce qu'il a envie de faire. Il y a des gens qui ont envie d'être propriétaires de leur vélo et qui ont la possibilité de le stationner en bas de chez eux ou de le stationner chez eux, et que cela est leur vélo, très bien. Il y en a d'autres qui ne veulent pas s'emmerder avec un vélo chez eux et qui préfèrent avoir un vélo en location. Ils préfèrent avoir un vélo en libre service, pardon, et que ceux-là, on leur fiche la paix aussi, qu'ils aillent le chercher en station. Je préfère, parce que pour ranger les vélos en ville, c'est vraiment bien. Et si ça s'accompagne d'une multiplication de stations dans les villes, eh bien, tous les vélos seront bien rangés. Mais en attendant, pour les villes qui n'ont pas encore ces stations, que le free floating soit une espèce de solution, après tout, pourquoi pas. Et peut-être faut-il réduire aussi la taille dans certains endroits de la station, car on pourrait imaginer demain qu'il y ait des stations infiniment plus réduites que celles qui existent aujourd'hui. Bref, n'opposons pas ceux qui font du vélo entre eux en fonction de leurs envies, de leurs modes et de leurs besoins. Tout est sur étagère et tant mieux, et c'est vraiment bien. Et c'est pour ça qu'on a un client et pas un usager. Il a le choix. Et laissons-lui cette liberté-là. Ouais, Pierre. Et en plus, non seulement c'est sur étagère, tout ça, en fait, c'est vrai qu'il y a des tas de solutions différentes en fonction des besoins et en fonction des usages. Mais
aussi en fonction des moyens et des possibilités des collectivités, c'est-à-dire tout le monde ne peut pas se faire un système Vélib. Parfois, des plus petits systèmes de location longue durée peuvent très bien fonctionner. Parfois, et pareil, hein, ce qu'on a dit sur les parkings, sur les solutions en gare, etc., il y a des tas et des tas de solutions. Et en plus, comme on est des gens bien au Club des villes et territoires cyclables, on vient de sortir un guide des coûts des politiques cyclables qui permet en fait à des acteurs, et notamment à des collectivités, de savoir combien peut leur coûter tel ou tel type d'aménagement, tel ou tel type de parking, tel ou tel type de solution. Et il y en a vraiment pour tous les types en fait d'usage et de fonctionnement en fait des acteurs et des collectivités. Et on voit bien, Pierre, dans ce que tu dis, cet usage multiple. Nous, on le voit dans le besoin des collectivités à travers la centrale d'achat. On a référencé toute une palette de solutions qui représentent vraiment l'ensemble des besoins. Et c'est vraiment, et chacun vient un petit peu compléter. Et une politique, on revient à ce qu'on disait au départ, politique de transport public globale qui prend en compte les différents aspects avec des leviers différents. Ce qui est important, c'est que tout cohabite correctement, et notamment en matière de sécurité qu'on évoquait tout à l'heure. La sécurité, on dit ah c'est pas possible. C'est possible s'il y a de l'éducation. Tu l'as évoqué Pierre tout à l'heure. La schizophrénie de la mobilité avec on est chacun à son tour piéton, automobiliste, cycliste et autres. Et alors, conducteur de bus, heureusement que chacun ne l'est pas à son tour, mais en tout cas il y a cette cohabitation là. Et on doit pouvoir dans cette articulation fonctionner tous ensemble dans le cadre d'une politique de mobilité durable. En guise de conclusion, je vais vous poser à chacun une dernière question. Donc, profitez-en pour conclure, si vous le voulez bien, à Pierre Serme. La question, c'est une question via le chat. Alors, attendez. Voilà, c'est une question un petit peu générale. Comment rendre l'intermodalité vélo-transport public compétitive par rapport à un trajet en voiture particulière de bout en bout? Pierre Serme. C'est tout l'enjeu. Hein. Exactement. Si on veut effectivement convertir entre guillemets le plus de gens possible à la non-utilisation d'un véhicule personnel, d'une voiture à moteur thermique, il faut qu'on rende la vie facile et que en gros ça ne mette pas de 2 ou 3 fois plus de temps que si on était en voiture. Donc déjà il faut que ce soit facile. Et facile, ça veut dire que je passe pas un quart d'heure à trouver où garer mon vélo, sans savoir d'ailleurs si je vais pouvoir le garer de façon sûre ou pas. Ça, on est sûr que ces personnes-là, elles vont pas s'y mettre de façon quotidienne. Si c'est simple, que je peux le faire vite, que j'ai du coup un temps de passage d'un mode à un autre qui est très rapide, que j'ai aussi une régularité et une ponctualité et un confort de mes transports en commun meilleur. Donc, ça veut dire qu'il faut tenir tous les bouts en même temps. C'est vraiment une politique globale. C'est-à-dire que ça peut être très bien avec des super aménagements, un super parking vélo, mais un RER supprimé sur 2, ça marchera pas. Et pour le coup, je suis pas que un acteur du monde du vélo, puisque je suis aussi un administrateur d'Île-de-France Mobilité et que j'ai eu quelques responsabilités en matière de mobilité globale, donc y compris de transport en commun. On a une obligation en fait de rendre la vie, les trajets plus simples et plus fiables pour les gens. Et à cette condition-là, les gens ils lâchent leur voiture parce que la voiture leur coûte beaucoup plus cher. Et puis que il y a aussi une prise de conscience de l'impératif environnemental autour de ça. Et donc les gens ne polluent pas pour le plaisir de polluer et ne prennent pas la voiture forcément parce que c'est leur grand kiff. Voilà. Donc, et là, les marges de progression, elles sont énormes, mais à condition qu'on soit très bon sur les solutions proposées et sur le confort et la praticité de ce qu'on propose aux gens. Sans ça, ils n'iront pas, ce qui est logique. Merci Pierre Serme. Un mot, Marc Delégué. Je vous pose la question, elle est très très voisine de celle que je viens de poser à Pierre Serme sur le chat. Pourquoi les autosolistes abandonneraient-ils le confort de leur voiture pour les vélos et les transports publics? En 2 mots vraiment, parce que là, on va devoir bientôt conclure cette table ronde. En 2 mots, c'est pas le plus simple que vous me demandez, mais ce qui est clair, c'est que au sein de l'Union des transports publics, l'ensemble des composantes travaillent à une offre de qualité
en lien avec les autorités organisatrices. Que l'offre de qualité, elle soit sur le transport public, sur le vélo, ce sont deux axes qui permettent à la fois, dans le cadre d'une politique globale définie par une autorité organisatrice, la performance, c'est-à-dire de la fréquence, de la qualité de stationnement quand on parle de vélo, de la diversité de l'offre, de stationnement pour le vélo, l'intermodalité entre vélo et transport public, et la qualité de l'information, l'intégration des solutions vélo, des solutions de transport public dans une volume d'information complète, dans un MAS demain, ce qui est en train de naître, mais dans un MAS maîtrisé par les autorités organisatrices et pas par les GAFA, parce qu'on risque de se heurter à pas mal d'autres difficultés. Là, je pense qu'on a des axes de travail qui vont permettre de gagner cette bataille du transfert modal. Et dernier point, on ne peut, la qualité de l'offre est une chose, mais d'agir sur la demande de voitures est un autre levier. Je faisais mes études il y a maintenant fort longtemps, c'était un sujet de travail sur OFF-TC, demande VP, les leviers sur lesquels on peut jouer. Il n'y a pas d'autre solution que de jouer sur ces deux leviers simultanément. Et toute autre chose est un peu une galéjade et qui n'est pas à suivre. Merci beaucoup, Marc Delégué. Enfin, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin. Stéphane Voland, vous avez évoqué tout à l'heure le vélo de demain. Comment imaginez-vous le vélo de demain et le vélo demain? Très vite aussi, parce qu'on a atteint vraiment la fin de cette table ronde. Bah, très vite, je pense que la réponse, elle n'est pas chez moi. La réponse, elle est chez le client, elle est chez l'utilisateur du vélo. Est-ce qu'il va falloir qu'on mette le client au cœur, ou l'utilisateur du vélo, au cœur de nos réflexions? De quoi a-t-il envie? Il a envie d'un vélo extrêmement fruste, extrêmement bon marché et qu'on va pouvoir changer très régulièrement, ou il a besoin d'un vélo extrêmement sophistiqué, extrêmement coûteux, connecté, avec toutes sortes de sujets et de sophistication? Je ne sais pas. Et ce dont nous avons envie avec le président du SAVM, en tout cas pour Paris Métropole, c'est justement, au cadre d'un comité des usagers ou d'un club des amis de Vélib, en tout cas, de donner la parole à ceux qui sont sur nos vélos, et ils sont 400 000 abonnés aujourd'hui, on a explosé tous les standards, de leur dire de quoi vous avez besoin pour le vélo de demain. On s'occupe du vélo d'aujourd'hui, rien n'est parfait, mais on y arrive. Mais le vélo de demain, c'est vous qui allez nous le décrire et c'est vous qui allez nous dire comment vous avez envie qu'il soit. Je pense que ça, c'est un bon mot de la fin, mettre l'usager au cœur de nos réflexions. Merci beaucoup à vous trois pour ces échanges très intéressants. Et donc s'achève ainsi cette table ronde. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 17h30 pour la remise des trophées de la mobilité. Et j'en profite aussi pour vous dire à tous ceux qui nous écoutent de ne pas hésiter à aller sur la plateforme et à prendre des rendez-vous avec les exposants de cette European Mobility Exposition. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonne soirée. Salut. Merci, au revoir. Merci, au revoir.